Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un très très bon début de semaine, j'espère que vous allez bien. Avez-vous passé du bon temps ce week-end avec la neige qui est tombée? Une neige, là, à bonhomme de neige. C'était vraiment chouette. La première neige est toujours très chouette. Il y a des gens qui en ont profité pour inaugurer la saison de ski. On va parler de plein de choses aujourd'hui à l'émission. On aura exceptionnellement la visite d'Antoine Joubert parce qu'effectivement, le service à l'auto cette semaine sera aujourd'hui. Donc, préparez déjà vos questions pour Antoine tout à l'heure en deuxième heure d'émission. Il va pouvoir y répondre. On va commencer quasiment des bilans là, à partir d'aujourd'hui. Tout au long de la semaine, on aura l'occasion de parler à plusieurs personnes qui ont marqué l'actualité et je recevrai justement à cet égard le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. S'il y a des députés, s'il y a des ministres qui n'ont pas chômé cette saison, cette année, c'est bien lui. Très hâte de lui parler de ses grands dossiers. Beaucoup de choses nous préoccupent aussi en ce qui concerne la justice, justement, et surtout le milieu carcéral. Et là, je vous ai déjà parlé, on en a déjà parlé, vous et moi, puis je sais que ça vous fait toujours réagir, puis moi aussi. Les peines bonbons. Tu vois des criminels se présenter devant la justice, et pour toutes sortes de raisons. Puis on le dit souvent, les prisons sont pleines, ça coûte cher. Alors maintenant, la mode, c'est les sentences Netflix. Des prisons bonbons aux sentences Netflix. Sentences Netflix, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là qui ont commis des crimes, on leur concède le fait d'aller purger leur peine chez eux, les deux pieds sur le pouf, devant la TV, à regarder Netflix. C'est ça, la sentence Netflix. La sentence bonbon, c'est celle qui aurait peut-être mérité une peine plus sévère, mais qui finalement se retrouve avec moins de semaines ou même d'années à purger en dedans. Et parlons du principe d'être en dedans maintenant. Qu'est-ce que ça veut encore dire? Moi, j'ai envie de vous poser la question ce matin. Seriez-vous d'accord pour qu'on interdise le cellulaire en prison? Moi, je pense qu'on est rendu là. On va en parler tout de suite de tout ça avec, entre autres, Émilie, qui est une mère de famille. Son ex-conjoint a reçu une peine bonbon, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, pour des agressions physiques graves envers elle. Elle en garde encore les séquelles. Émilie est avec moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Émilie. Merci de prendre le temps de nous parler ce matin. Je sais que c'est extrêmement délicat pour vous et d'ailleurs, on va tout de suite prévenir nos auditeurs. On ne mettra pas trop de détails sur votre vie, sur le lieu où vous vivez d'ailleurs, parce que vous continuez d'être embêté, c'est le moins qu'on puisse dire, par votre ex. Je rappelle seulement que vous avez été agressé par lui il y a 5 ans. Vous êtes allé en procès. Mais vous n'avez même pas pu témoigner au procès, Émilie. Non, effectivement, lorsque je suis arrivée au palais de justice, on m'a informé que le procureur et l'avocat de la défense s'étaient entendus sur les faits. Les faits alors que seulement moi avait vécu, mais cela fait en sorte que la sentence a été beaucoup moindre. Il a eu 50 mois... 50 heures de travaux communautaires. 50 heures de travaux communautaires et l'absolution aussi totale parce que le juge a précisé qu'il fallait pas nuire à son métier ni à sa carrière. Et voilà. Alors que moi, j'ai été 3 ans sans travailler. Un retour de travail a été essayé et j'ai fait à peine 3 jours par semaine et c'était difficile. J'en garde encore les séquelles et je vais les garder toute ma vie parce que j'ai des séquelles qui sont physiques et permanentes, qui vont perdurer dans le temps. Rappelons juste toutefois quelques détails de l'agression. Émilie, s'il vous plaît, vous avez été étranglée. Il vous a plaqué contre la porte du garage, contre votre voiture. Quand vous parlez de séquelles permanentes à vie, on parle de traumatisme crânien, c'est ça? Entre autres. Traumatisme crânien, je me rappelle plus le nom parce que c'est quand même long. Au niveau de mon coude, j'ai une perte de sensibilité de mes 2 doigts de la main, le plus petit et l'autre après, et une perte de force de tout mon bras droit. Suite à ça, j'ai aussi eu des entorses lombaires et des entorses cervicales.
des migraines qui sont assez invalidantes, que je dois aller à l'hôpital à certains moments quand elles sont trop fortes pour recevoir de la médication à l'hôpital. C'est terrible. Sans parler du fait que votre ex ne respecte pas ces conditions, il s'en fout complètement. Vous avez été obligé de démettre... Non, c'est ça, hein? Non, il les respecte pas. On a repassé à la cour pour des prix de condition et à ce moment-là, étant donné qu'il n'avait pas de casier judiciaire, la première fois, il a eu une absolution. La deuxième, il a eu 75 heures de travaux communautaires. Et suite à ça, il continue toujours. C'est terrible, Émilie. Sincèrement, je trouve ça épouvantable, ce mauvais traitement de votre dossier par la justice. Pour moi, c'est un mauvais... La justice n'est pas rendue ici. Vous avez dû déménager. Vous avez des enfants, là? Vous avez... oui, plusieurs enfants. Et j'ai déménagé plusieurs fois en l'espace de 2 ans. 8 fois? Oui. 8 déménagements en 2 ans? Oui. Avec des policiers qui m'ont aidé, avec le IVAC qui ont payé des déménagements. Et puis, à chaque fois, monsieur retrouve où je vis. Hey, il lâche pas, hein? Non. Et là, on est 5 ans plus tard. Qu'est-ce que vous pensez? Je me sens pas en sécurité. La dernière fois où j'ai porté plainte, il a stationné sa voiture devant la mienne dans un endroit public et on m'a dit au DPCP qu'on ne pouvait pas porter d'accusation, que ce n'était pas un bris de condition et que ce n'était pas non plus du harcèlement. Donc, présentement, lorsque je fais des commissions, je les fais soit à l'extérieur de ma ville où je vis, ou je les fais accompagner par quelqu'un, soit mon conjoint actuel ou soit ma famille. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas considérer que c'est du harcèlement. Moi, j'en reviens pas de celle-là. Là. Mais c'est terrible pour vous. Vous êtes constamment en hypervigilance, j'imagine, Émilie. Puis pour vos enfants aussi. Là. Oui. Pour mes enfants, on fait attention à ça. Je garde ça beaucoup plus pour moi, là, afin de pas leur nuire non plus. Là. Je veux pas que mes enfants soient dans cet état-là d'hypervigilance. Ouais. Mais c'est sûr que moi, de mon côté, j'ai toujours peur qu'ils se pointent près de mes enfants. Mais habituellement, c'est souvent plus envers moi qu'envers les enfants qu'il s'est passé des choses. Est-ce que vous vous dites à un moment donné, ça va mal finir, cette affaire-là? Ah, j'ai peur. J'ai toujours cette crainte-là, surtout avec tous les féminicides qu'on a vus, tout ce qui se passe, c'est qu'on sait jamais comment cette personne-là va réagir. Puis moi, je n'ai rien fait, là. J'ai seulement quitté. Et quand il a voulu reprendre, j'ai refusé. La journée de l'agression, j'ai refusé de reprendre avec cet homme-là. Quand je vous dis peine bonbon, ça doit vous... Oui. Ça doit vous fâcher. La prison, c'est moi je l'ai dans mon corps parce que je ne fais plus les mêmes activités que j'étais en mesure de faire avant. Je ne travaille pas comme je pouvais travailler avant. Et aussi, je ne peux pas sortir de chez moi la tête tranquille comme je le faisais avant. Ouais. Donc, ce n'est pas lui qui a la prison, c'est moi. C'est une bonne façon de le décrire, Émilie. Je rappelle que votre ex-conjoint, l'agresseur, a eu 50 heures de travaux communautaires, l'absolution du juge parce qu'il fallait pas nuire à sa carrière. Donc, on comprend pourquoi vous n'avez pas confiance au système de justice. Émilie, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Bon courage, sincèrement, bon courage. Merci. C'est le fait de parler aussi au nom de toutes les victimes qui vivent sensiblement les mêmes choses que moi, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Beaucoup de gens réagissent à ce que vous venez de nous témoigner. Carl qui dit, voyons donc, le monde à l'envers, c'est hallucinant quand vous dites que c'est vous qui êtes en prison. Et c'est une image forte que les gens comprennent bien. Guylaine qui dit, voyons donc, c'est quoi ça? Ça se peut juste pas. Yvan qui dit que votre agresseur devrait être incarcéré. Et Jean qui veut savoir comment il s'appelle, ce champion. On va taire certains détails parce qu'on veut pas vous nuire, bien sûr, Émilie, mais je vous remercie à nouveau d'avoir pris le temps de témoigner. Avec nous, Mathieu Lavoie, il est président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel au Québec. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. On vient d'entendre le témoignage d'Émilie. Sa phrase, là, quand elle dit ça,
On comprend tout quand elle dit c'est moi qui est en prison. Elle, c'est la victime, puis c'est elle qui est en prison, même si elle est hors des murs, parce que son agresseur, son ex-conjoint, a reçu l'absolution. Il y a eu 50 heures de travaux communautaires. À un autre moment donné, il s'en est repris à elle. Il y a eu un 75 heures de travaux communautaires. C'est comme si finalement, ce gars-là, il échappe tout le temps à la prison. Là, on parle de cette cause-là, mais j'en ai plein devant moi des articles. En fin de semaine, je me suis dit, il faut absolument que je parle de ce dossier-là, puis que je vous parle parce que il y avait l'histoire du gars en prison qui s'était fait filmer par une gang là, qui voulait lui passer un message. Ils ont mis la tête dans le bol de toilette. On comprend que les téléphones cellulaires en prison, hein, c'est comme si on n'était pas en prison. C'est devenu un tout inclus carcéral où on est logé, nourri, on a la télé, on a son cellulaire, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. Il y a tellement de dossiers, les sentences bonbons, on vient de parler à Émilie, les sentences Netflix, les 2 pieds sur le pouf à la maison parce qu'on dit que les prisons sont pleines. Êtes-vous découragés, vous, les agents correctionnels? Avez-vous l'impression, là, comme agent de la paix, que vous êtes plus capable de faire votre travail? Ben, clairement, ça fait longtemps qu'on dit que l'encadrement à l'intérieur des établissements de détention a été laissé pour compte dans les dernières années. La société québécoise, tout particulièrement au milieu carcéral, on a insisté beaucoup sur la réinsertion. Le désir des grands penseurs de dire tout le monde est réinsérable, mais pour avoir une bonne réinsertion, puis il faut comprendre, on n'est pas contre d'accompagner les détenus vers la réinsertion, mais clairement, ça prend un encadrement. Clairement, on doit avoir de la discipline à l'intérieur des établissements de détention, et ça fait défaut depuis longtemps. Vous parliez de cellulaire. Ah, le L'an dernier, cellulaire, on en là, a ben oui. Allez-y, l'an dernier, vous en avez saisi combien? plus de 1500 dans les établissements de détention au Québec. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg, là. Il y en a beaucoup plus que ça. Souvent, on en saisit un dans une cellule et le lendemain, on en retrouve un. On le sait qu'il y en a dans les secteurs. C'est livré par drone à certains endroits. Plusieurs drones par jour viennent livrer des marchandises, dont des cellulaires, des outils. Écoutez, c'est rendu tellement qu'on se moque du système carcéral et du système de justice que dans les dernières semaines, dans un établissement de la région de Montréal, on a livré des pizzas et en drone et des ailes de poulet par drone. Là. Vous voyez un peu le côté où les détenus font ce qu'ils veulent parce qu'on manque de ressources, parce qu'on manque d'outils, parce qu'ils ont leur cellulaire pour continuer leur trafic. Intimider des témoins, intimider des victimes, c'est ça la réalité actuellement. Et tout le monde se relance la balle dans les dirigeants du service correctionnel. On dit que c'est le fédéral qui est problématique parce qu'il donne pas l'autorisation d'avoir des brouilleurs d'ondes. De l'autre côté, il y a une manque de volonté politique des hauts dirigeants de raffermir la discipline, l'autorité à l'intérieur des murs pour justement que les gens aient des actes de conséquences dans ce qu'ils font. Puis je pense que c'est la base. Là. On parle de nos écoles, nos jeunes ont des actes de conséquences quand ils ne respectent pas les règles. En détention, on laisse mourir les manquements disciplinaires sur le coin d'un bureau. Après ça, on dit « Ah non, ben c'est hors délai. On a dépassé le 10 ou le 20 jours dans lesquels on doit le traiter. Donc, on le laisse tomber et la personne incarcérée recommence. Elle n'a aucune conséquence. » Mais ça, c'est terrible. Hey, l'histoire des pizzas puis des ailes de poulet qui se sont livrées par drone, c'était quand, ça? Je vous dirais que ça va peut-être un mois et demi là, c'est ça. qu'on a été mis au courant. Est-ce qu'il y en a eu d'autres livraisons spéciales comme ça, du genre? Écoutez, chaque jour, il y a des livraisons, donc des fois, il y a des choses assez particulières. Le temps des fêtes arrive, des fois, on voit des bouteilles d'alcool livrées. Les stupéfiants vont augmenter avec le temps des fêtes. C'est une réalité où les agents correctionnels se sentent impuissants parce qu'ils ne se sentent pas secondés par leurs hauts dirigeants. Souvent, ce qu'on dit, c'est que dans une organisation, il faut que la tête dirigeante donne des mots d'ordre dans un sens où si on veut raffermir la discipline, reprendre le contrôle de nos établissements, il faut que les hauts dirigeants aient dans ce sens-là et non pas dans le sens de la réinsertion, dans le sens de mettre de plus en plus d'activités, de plus en plus de services, mais de moins en moins de sécurité dans nos établissements de détention, donc ça devient problématique. Vous parliez au début des peines Netflix. Les peines à domicile, c'est nous aussi qui avons la fonction de les surveiller, de les vérifier, de voir qu'ils respectent leurs conditions. Comment vous faites souvent, ça? Ils sont chez eux, comment vous faites ça à distance? Il y a des appels qui se font, il y a des visites à domicile qui se font, mais encore là, on se fait limiter. Il faut pas trop en faire, faut pas trop faire de manquements, faut pas trop, on est très encadré. Souvent, on va nous dire, un tel, vous allez le visiter une fois par semaine ou une fois 2 semaines. C'est vraiment,
on manque d'encadrement auprès des personnes incarcérées. Puis il faut comprendre, là, les établissements de détention ont souffert de sous-financement dans les 20 dernières années, les services correctionnels également, puis pourtant on fait partie du système judiciaire. On est l'aboutissement final du système judiciaire. Au niveau provincial, on a plus de 60% de nos gens que ce sont des prévenus, peu importe le crime qu'ils ont commis, ils sont en attente de sentence. Et on a vu dans les dernières années une augmentation du crime organisé des gangs de rue à l'intérieur des murs qui tentent de prendre le contrôle, qui se font rentrer des armes, des stupéfiants, qui battent ou torturent des gars. Vous en avez parlé tout à l'heure, Là, de ils sont gens qui même avaient été filmés torturés. complètement. Et puis là, ils se filment maintenant grâce à leur maudit cellulaire en dedans. Mais ça, vous le dites, là si ça continue, là, ça va être le free-for-all. Puis moi, à votre place, là, puis à la place de vos agents correctionnels, je craindrais pour ma sécurité, là. Ben, quand on voit les événements, quand on voit que dans la dernière année, l'intimidation, la violence envers le personnel a augmenté, a décuplé de façon exponentielle, et encore là, on attend toujours les dirigeants de prendre parti pour les agents et non pas pour les personnes incarcérées. Souvent, quand on voit qu'il y a des altercations, de l'intimidation, on entend encore trop souvent dire « Ah, ça fait partie du travail, ça fait partie de la job, on n'a pas... » Tu sais, on se sent pas appuyé, donc clairement, ça aide pas à retenir nos gens au travail quand on regarde le taux d'absence actuellement, le taux de postes vacants. C'est Ça quoi, en devient ce moment, compliqué. ces taux-là, le taux d'absence, le taux de poste vacant? Il y a beaucoup de gens qui partent de chez vous, là, qui veulent plus la faire, cette job-là? Ben, quand on fait le cumul des deux, on est à plus de 20%. Donc, ça représente tout près de 500 postes ou agents absents. Là, on parle de un peu plus de 10% d'agents en absence maladie ou en absence accident de travail ou tout autre motif d'absence. Et on a un peu plus de 10% également de postes vacants dans la province, là, dans l'ensemble du Québec. Donc, clairement, ce que ça l'entraîne, temps supplémentaire obligatoire à profusion. Il y a des établissements que ça peut être 15 à 20 agents par jour dans certains établissements qui sont obligés de demeurer en poste parce qu'il n'y a personne pour les relever, pour assurer le minimum de sécurité des établissements. C'est sûr que ça a de l'impact sur l'épuisement, sur la sécurité. On a vu la fin de semaine dernière, au début du mois, un agent est agressé le 1er décembre à Sorel, là, sauvagement, qui est toujours à l'hôpital et avec des blessures graves. Clairement, ça a des impacts dans nos établissements sur la sécurité puis le désir des gens de rester en poste. Bien, complètement. Là, il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Il y a Yves qui rappelle avec justesse que les enfants, ils n'ont plus le droit du sel à l'école, puis c'est bien correct comme ça. Il dit, en prison, par exemple, pas de problème. Pauvre petit. Claude dit, il est temps que les conservateurs de Pierre Poilievre arrivent, même si pourtant je suis séparatiste, mais on est rendu là. J'en profite pour redonner nos numéros de cellulaire, nos numéros de téléphone. Vous pouvez utiliser votre cellulaire, là. C'est permis à l'extérieur aussi, pas juste en dedans. 1-877-827-2346. Et vous, bien sûr, vous me textez au 187 Cube Radio. On s'arrête ici, très courte pause. Mathieu Lavoie, vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous. Va se joindre à la discussion l'ex-sénateur à la retraite Pierre-Hugues Boisvenu, qui est bénévole à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. On parle des sentences bonbons ce matin, des sentences Netflix, des victimes comme Émilie qui, 5 ans plus tard, craignent encore pour leur vie, pour leur sécurité. Les agresseurs qui comprennent pas, qui malgré des sentences, mais tu sais, à un moment donné, quand tu as juste des travaux communautaires qui t'attendent si tu fais quelque chose, tu sais, tu te dis, je risque quoi, dans le fond? Je continue d'écœurer, j'ai du plaisir à l'écœurer. C'est ça, mon moteur. Tu sais, j'imagine être dans la tête de ce gars-là. Il doit tellement jubiler juste de savoir qu'Émilie, aujourd'hui, elle est pas en paix, qu'elle est pas capable de vivre sa vie. C'est ça qu'ils veulent, les agresseurs en matière de violence conjugale. Et quant à tous les autres, les criminels, beaucoup de cas d'agresseurs sexuels, de contrevenants en matière d'agression sexuelle, des pédos, là, des agressions sexuelles sur des mineurs. Souvent, de plus en plus, on voit même des mineurs, des 16-17 ans, qui agressent d'autres mineurs, sachant qu'ils n'auront pas grand-chose. Sinon, c'est la DPJ, un centre jeunesse, tu sais. Ça, là, puis un party, là, c'est à peu près la même affaire. On va s'arrêter ici. Très, très, très courte pause. On revient, puis j'ai hâte que vous me disiez, répondez donc à cette question. Vous, le cellulaire en prison, qu'est-ce que vous faites avec? Vous l'interdisez? On se parle dans 2 minutes.